Eh bien, écoutez, voilà, donc je souhaiterais saluer tous les membres de l'AMF qui vont effectivement assister à cette réunion. Voilà, donc Chouvelon, Pierre Breton devrait nous rejoindre. Il fera, je pense que s'il le peut, la conclusion de ce webinaire qui, pour le reste, sera animé par Nathalie Bredin et Aurélien Philippot, auquel je confie donc les rênes de cette visio, sachant que moi-même, je ne pourrais pas malheureusement rester très longtemps. Mais je tenais à vous remercier. Alors, je veux dire que ces webinaires rencontrent un très grand succès. J'ai participé au précédent webinaire qui était sur le FCTVA, où nous avons eu plusieurs milliers de connexions, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même, ça marche très, très bien. On pourrait se dire qu'effectivement, le fait d'être en webinaire limite l'audience, pas du tout, au contraire, ça marche très, très bien. Donc, je voulais le dire également. Merci à nos invités de leur présentation. Merci à vous, Nathalie. Et puis, je vous confie les rênes de ce webinaire. Bonne réunion à toutes et tous. Merci beaucoup, Antoine. Donc, avant de laisser la parole aux experts de la DGFiP, donc Monsieur Robert et Madame Chouvelon, juste rappeler un petit peu la genèse de la réforme et surtout la position de l'AMF. Pourquoi? Parce que rappelez qu'aujourd'hui, le régime actuel de responsabilité des gestionnaires publics s'articule en gros en deux branches. Les experts de la DGFiP reviendront là-dessus, mais donc juste vous préciser qu'on est actuellement dans un régime qui est divisé en deux branches. Une branche des comptables publics qui sont donc soumis à une responsabilité personnelle qui peut être mise en jeu devant la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Et la deuxième branche concerne les autres agents qui manient les deniers publics et qui, eux, sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Alors, plusieurs difficultés étaient reprochées à ce système dual. La première difficulté, s'agissant des comptables publics, notamment, le régime de responsabilité repose sur une approche qui est très exhaustive au premier euro et qui ne permet pas, dans l'état actuel des choses, de cibler les opérations les plus significatives. Donc l'idée de la réforme, c'est de remettre au centre un contrôle adapté aux enjeux et aux risques encourus. La deuxième difficulté qui était reprochée au système actuel, s'agissant des justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière, c'est-à-dire tous les autres agents qui manient du denier public, c'était que les poursuites à leur encontre pâtissent de longs délais de procédure. Alors, vous rappelez que cette idée d'unification du régime de responsabilité était déjà au programme de Action publique 2022. Ça a été repris dans le mémorandum Juridiction financière 2025 de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il y a eu aussi un certain nombre de rapports qui ont préconisé la fin du régime dual. Je fais allusion au rapport de Jean Basser et de Muriel Pacaud en 2020. Mais avant tout cela, déjà en 2005, on y réfléchissait, puisque Philippe Séguin, alors premier président de la Cour des comptes, avait aussi, lui aussi, proposé d'unifier ce régime dual, mais son projet n'avait pas trouvé de traduction législative. Donc aujourd'hui, l'ordonnance, enfin c'est d'abord la loi de finances et puis une ordonnance qui instaure ce régime de responsabilité unifié. L'AMF donc a soutenu le dispositif, je vous ai dit pourquoi. Vous dire aussi qu'on l'oublie trop souvent, mais je tenais à le signaler dès en amont de la procédure, mais on l'oublie souvent que le champ des justiciables inclut d'ores et déjà les agents des collectivités territoriales. Ce n'est pas une nouveauté pour la réforme. La réforme n'instaure pas une responsabilité des agents des collectivités territoriales notamment. Ils étaient déjà responsables. Vous dire aussi que l'AMF a soutenu la réforme. Pourquoi ? Parce que les principes fondateurs essentiels qui fondent le régime de responsabilité sont maintenus. Ces principes sont notamment la séparation entre le donateur et le comptable qui sont maintenus. L'infraction de gestion de fait est aussi bien évidemment maintenue. Et je le redis encore une fois, le périmètre des justiciables ne change pas. Donc, il concernait déjà les agents des collectivités territoriales, ça continue. Et il excluait les élus locaux ainsi que les ministres. Le nouveau régime ne change rien. Enfin, la procédure de réquisition d'un comptable par le donateur est aussi maintenue. J'ai préféré vous dire tout ça en début de réunion
pour lever un certain nombre de questions qu'on a beaucoup eues sur le thème, voilà, on est moins protégé, les principes antérieurs ne sont pas reconduits, on n'était pas responsable, on le devient, non. Les agents étaient responsables, ils le restent. Voilà, et l'AMF a donc soutenu cette réforme pour les raisons que je laisse développer ensuite par donc nos intervenants de la DGFiP, et notamment parce que c'est un régime plus adapté aux contraintes actuelles de la comptabilité. Et je laisse tout de suite la parole à Guillaume Robert, donc. Guillaume, il faut rallumer votre micro. Voilà, en fait, l'organisateur le permettait pas. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le maire Antoine Homé, pour cette entrée en matière. Enfin, Nathalie a quasiment tout dit, donc je vais essayer de dire le reste. On se retrouvera sur les grandes lignes. Ce que je vous propose, c'est de vous parler très rapidement, parce que Nathalie l'a très bien fait, des fondements de l'ordonnance et de ses orientations. Vous faire une présentation un peu plus détaillée de ce qu'on trouve dans l'ordonnance à deux voix avec Emmanuel Chouvelon, qui est chef de mission effectivement, mais qui est par ailleurs la chef de projet sur l'ensemble des travaux que nous avons menés et que nous continuons à mener, parce que une des choses que je vais vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail dans l'ordonnance, mais qu'en fait, elle n'est que la partie émergée d'un iceberg qui contribue à nourrir des travaux réglementaires chez nous, mais collectivement à se poser de nouvelles questions dans lesquelles vous serez évidemment inclus et incluses les unes et les autres. Sur les fondements de l'ordonnance, alors je ne vois pas si les slides défilent, mais voilà, si, c'est lancé. Merci beaucoup. Très rapidement, mais Nathalie l'a très bien dit, cette ordonnance, vous allez beaucoup entendre parler quand on discute de l'ordonnance elle-même, de infractions, juridictions, fautes qui sont recherchées, justiciables. En réalité, il faut bien comprendre que c'est par définition ce qu'on trouve dans l'ordonnance, mais que la réforme est beaucoup plus large que ça. Et en fait, la réforme, elle parle d'une volonté de modernisation d'ensemble de la gestion publique, avec un but qui n'est pas tant de se demander quelle faute, etc., mais de fluidifier l'action publique, de rendre collectivement les acteurs plus responsables de ce qu'ils font, de lever un certain nombre de contrôles. Alors, Nathalie a dit au premier euro exhaustif, on peut même aller, dans un certain nombre de cas, jusqu'à pointilleux, et on en prend vraiment notre part du côté des comptables publics, pour parvenir à une conception de l'action publique beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et avec une intervention du juge dans un seul cas limité, qui est lorsque des fautes graves sont commises. Je vais rentrer dans le détail, mais vraiment garder ça à l'esprit. On va beaucoup parler des fautes aujourd'hui, mais ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'engage la réforme. Nathalie l'a dit, la réforme, elle repose sur la création d'un régime unifié de responsabilité qui sera commun à tous les acteurs de la chaîne financière. Et les acteurs de la chaîne financière, ils sont chez l'ordonnateur, chez vous, collectivité locale, mais aussi du côté des GFIP, chez les comptables. Et là, on est dans un modèle collectivité-État, mais sachez qu'au sein de l'État, il y a beaucoup de gens qui sont à la fois ordonnateurs et dans d'autres fonctions, les mêmes administrations peuvent jouer des rôles de comptables. Pour créer un régime unifié, là, je vais m'écarter un tout petit peu de ce que disait Nathalie. En réalité, il y avait un régime spécifique pour les comptables qui était la responsabilité personnelle et pécuniaire. Et par ailleurs, il y avait un régime, mais qui concernait l'ensemble des agents publics, y compris les comptables. Ce n'était pas le régime des ordonnateurs, le régime des comptables. Il y avait un régime spécifique des comptables, la RPP, et puis un régime pour tout le monde, qui était celui de la possibilité de se retrouver un jour devant la Cour de discipline budgétaire et financière, comme le disait Nathalie Brodin. Ce qu'on fait d'abord, c'est on supprime le régime spécifique des comptables. Et je dis bien, on le supprime, et j'insiste un peu lourdement là-dessus, on ne transfère pas le régime précédemment des comptables vers d'autres, qu'ils soient ordonnateurs ou agents publics. On le supprime. Il n'existe plus à partir de, enfin, sauf extinction d'un stock, mais ça j'y reviendrai, c'est de la technique un peu développée, mais pour l'avenir, pour les nouvelles fautes qui seraient commises, on le supprime, il n'existe plus à partir du 1er janvier 2023.
et on lui substitue un régime unifié qui concernera tous les agents publics, ordonnateurs, comptables, qui sera le nouveau régime de responsabilité unifié des gestionnaires publics. 3 principes pour ce nouveau régime. Je vous l'ai dit et je réinsiste lourdement là-dessus. Réserver l'intervention du juge uniquement pour les fautes les plus graves. Vous le verrez, on reviendra souvent sur l'infraction globale qui est faute grave causant un préjudice financier significatif. Et je le dis tout de suite, vous allez me demander, comme le font tous les comptables, comme le font tous les gens avec qui on discute, c'est quoi une faute grave? C'est quoi un préjudice financier significatif? Je vais tenter de vous répondre en partie, mais je vais surtout dès maintenant vous dire une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, les unes, les uns, les autres, nous sommes dans un régime où on peut se retrouver devant la CDBF pour une faute causant préjudice. Et le simple fait qu'on explique qu'à partir du 1er janvier, ce n'est plus simplement une faute, mais une faute grave, et c'est plus juste quand il y a un préjudice financier, mais un préjudice financier significatif, ça doit vous permettre de sentir que l'ensemble des travaux qui ont été menés entre les administrations, DGFiP, direction du budget, mais aussi la DSS, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup collectivité, mais ça vaut pour toutes les franges de l'action publique, et la Cour des comptes et le Conseil d'État, c'est de resserrer, de préciser le champ des infractions. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver, je ne vous le souhaite pas, et je pense que vous faites tous et tous bien votre travail, et nous aussi, devant la CDBF. Demain, les cas d'incrimination devant la nouvelle juridiction seront beaucoup plus resserrés et précisés. Et ayez ce chiffre en tête. Aujourd'hui, la CDBF, chaque année, c'est de l'ordre d'une quinzaine de cas d'incrimination. Tous ne mènent pas à des condamnations, mais c'est à peu près 15 affaires par an. Demain, et alors, je le dis, nous ne sommes pas juges, mais on entend ce que disent les juges et on a travaillé avec eux, côté juge financier. Et je me suis laissé dire que certains parmi les premiers intervenants aujourd'hui pouvaient être des juges financiers, donc ils auront l'occasion peut-être de préciser. Mais on s'attend à quelques dizaines de cas par an. Donc, on est très loin du nombre de cas qu'on pouvait avoir en responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, et ça restera des cas très restreints. Donc, c'est vraiment ce principe, le juge ne doit intervenir que pour les fautes les plus graves. L'idée, deuxième principe, est de sanctionner celui qui commet la faute, et ça, c'est important parce qu'on est aujourd'hui dans un régime où, assez souvent, dès qu'une irrégularité est constatée, je ne parle même pas de faute, mais simple irrégularité, le comptable, parce que le juge financier juge les comptes et pas les comptables, met en débat ou tombe sur le comptable. Demain, on ne retrouvera devant la juridiction et ne sera condamné que celui qui a commis une faute. Je ne vais pas parler d'intentionnalité parce que ça ne correspondrait pas au texte, mais on voit bien que c'est vraiment celui qui a souhaité commettre la faute, ou en tout cas qui était l'acteur de celle-ci, et donc pas le comptable, mais aussi, et j'y reviendrai, pas l'exécutant. Et c'est important d'avoir ça en tête. Et enfin, troisième principe, une volonté de conforter le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. J'y reviendrai dans le détail, mais ayez bien en tête que ce n'est pas la disparition du comptable public, pas du tout. Les textes dont il doit faire application sont totalement préservés. Ce sur quoi il doit vous alerter, ce sur quoi il doit vous conseiller est totalement préservé également. Et donc, l'ensemble de son rôle est préservé, voire au-delà, on a plutôt une réaffirmation de son rôle à un certain nombre de points de vue sur lesquels je reviendrai. Voilà, c'était des éléments d'introduction. J'ai été un peu long, mais c'est important de se fixer les idées ensemble. Et à partir de maintenant, je vais dérouler assez classiquement une présentation autour des justiciables, des infractions, des sanctions, de la juridiction et de la procédure. Et ensuite, je laisserai, si elle le veut bien, Emmanuel Chouvelon vous présenter un petit peu où on en est des travaux aujourd'hui et ce qu'on peut faire ensemble. Du point de vue, donc c'est la slide suivante, mais je vois que c'est compliqué, je comprends parce que c'est avec autant de participants de les faire passer, puis c'est un peu instable, mais je vais essayer de suivre. Et j'ai vu la question, évidemment, on mettra à disposition ce PowerPoint en partenariat avec l'AMF à l'issue de notre réunion. Sur les justiciables, on a essayé, vous le verrez dans les slides suivantes, de vous présenter rapidement le régime actuel, mais je ne vais pas y passer trop de temps, et puis ce qui constitue le nouveau régime.
Et compte tenu de ce que je vous ai dit en introduction, je pourrais être assez rapide sur un certain nombre de sujets. Les justiciables, demain, c'est tout agent public qui intervient dans la chaîne financière. J'insiste là-dessus. La question n'est pas de savoir s'il est ordonnateur, comptable, s'il est le chef d'un service ou autre part. C'est tout agent public qui intervient et potentiellement justiciable. C'est la même chose que ce qu'on avait devant la CDBF. Il y a une exception de poids, mais qui est historique, traditionnelle et qui a été maintenue, c'était la volonté de l'ensemble des acteurs, c'est que les acteurs politiques, sauf exception très rare, sont hors du champ des justiciables. Ça veut dire les ministres, évidemment. Ça veut dire aussi les élus locaux, quand ils agissent en tant qu'élus sur une décision. J'y reviendrai, c'est important, ils sont hors du champ. Ça ne veut pas dire que ça fait retomber la faute sur d'autres. Je l'expliquerai au point suivant. Il y a des dispositions qui permettent de protéger les agents d'exécution. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de rechercher celui qui est l'acteur qui commet la faute, qui en est à l'origine, et non pas celui qui se retrouverait dans une chaîne d'exécution. Donc, on a deux cas. On a un cas d'exemption de la responsabilité dans une chaîne administrative, c'est par ça que je vais commencer, et puis un second cas d'exemption de responsabilité quand une autorité politique est en fait celle qui a décidé. Dans une chaîne administrative, c'est assez simple. Je vais vous parler un peu crûment et directement. L'idée, c'est de protéger, de pas que le juge ne tombe jamais sur les lampistes. Donc, très clairement, et l'ordonnance et demain la loi le dit, la personne qui exécute une instruction qui lui a été donnée ne peut pas être justiciable. C'est celui qui donne l'instruction, qui en est à l'origine, qui se retrouvera devant la juridiction. J'utilise à dessein le terme instruction, et ayez bien en tête que c'est instruction au sens large, orale, écrite, un mail, n'importe quoi qui montre que l'agent exécutait. C'est important parce que les textes fondateurs de la fonction publique font souvent référence à des ordres écrits. Dans une chaîne administrative modernisée aujourd'hui, on sait bien que ça ne fonctionne pas exactement comme ça. L'autre cas d'exemption, c'est vis-à-vis, alors c'était la slide d'avant, hein, ça a bougé, mais si on peut revenir à celle d'avant. Voilà. L'autre cas d'exemption, c'est quand vous avez une autorité politique qui est intervenue, et je vais prendre l'exemple du maire ou du conseil municipal. Dès lors qu'il sera démontré qu'il y a eu un ordre écrit et que l'autorité politique qui a donné cet ordre avait été informée de ce que ça représentait, il y aura exemption. Je parle d'ordre écrit. Sachez qu'on a été vigilant et en lien avec des représentants, notamment des DGS et des fonctionnaires territoriaux. Au départ, on avait juste écrit ordre d'écrit et puis ils nous ont dit « mais est-ce que ça vaut pour une délibération ?» Nous, c'était très clairement ce qu'on avait en tête. Dès lors qu'il y a une délibération et qu'on l'exécute, on ne peut pas être justiciable. On a tenu à le préciser dans le texte final parce qu'il pouvait y avoir des incertitudes juridiques. Donc, quelqu'un qui ne fait qu'appliquer une délibération ne peut pas se retrouver devant la juridiction. Et dans les cas où vous n'avez pas de délibération, je pense que le bon modèle pour rendre les choses concrètes, c'est d'avoir en tête ce que peut être dans une collectivité. Alors, on a bien conscience que dans une collectivité un peu plus grosse, enfin moyenne ou grosse, c'est typiquement la note de service qui va être transmise à l'autorité en disant bah voilà, monsieur le maire, madame la maire, monsieur le président de PCI, il y a plusieurs options pour faire telle ou telle décision. Voilà, il y en a une qui conduit à ça, une deuxième, et puis il y en a une troisième, mais voilà, attention, elle est susceptible de constituer une infraction ou de poser des problèmes devant une juridiction financière. Et le simple fait d'avoir une autorité politique qui vous dira bah oui, mais moi je prends l'option 3, montrera que les signaux ont été donnés, l'autorité est dûment informée et elle a tranché, et ça suffira a priori à exempter de responsabilité celui qui aura mis en œuvre ensuite la décision prise par l'autorité politique. Voilà, je ne suis pas plus long sur les justiciables, je ne doute pas qu'on aura des questions. J'aurais dû le dire en entrée, toutes les questions sont bonnes et on a l'habitude d'en avoir beaucoup et ça n'est pas du tout réservé au champ aujourd'hui des collectivités. J'ai tout autant de questions, et souvent les mêmes des représentants hospitaliers, parce que je m'occupe aussi des hospitaliers, et j'ai les mêmes questions des comptables publics au sein de la DGFiP. Donc, ne vous censurez pas, toutes les questions sont intéressantes. Après les justiciables, je vais vous parler des infractions, même si j'ai commencé un petit peu à le faire. Je vous l'ai dit, le principe fondateur et l'infraction principale du nouveau régime, c'est la faute grave
causant un préjudice financier significatif à l'organisme concerné. C'est la principale. C'est un champ qui se restreint par rapport à ce qui existait devant la CDBF. Il est plus précis. Évidemment, il y aura de l'interprétation jurisprudentielle, mais je vous assure, dans toutes les discussions qu'on a eues avec le Conseil d'État et la Cour des comptes, tout le monde a bien compris que c'était une restriction et compte bien l'appliquer ainsi. C'est la définition générale et ça punit le fait de commettre une faute par rapport aux règles existantes en matière d'exécution des recettes et des dépenses qui, comme je vous l'ai dit, ces règles-là ne sont pas modifiées. C'est l'occasion de souligner quelque chose. Le juge interviendra dans les cas graves. Évidemment qu'il y aura des cas pas graves. Et évidemment, aujourd'hui, comme hier et comme demain, qu'on aura des irrégularités, des cas où on s'éloigne des règles, on a fait exprès, on n'a pas fait exprès, on s'est trouvé dans une situation où toute l'idée de la réforme, c'est de se dire oui, ça arrive, mais le sujet, c'est de gérer ce risque-là et d'essayer que ça n'arrive pas dans nos collectivités, dans nos chaînes administratives, et on essaye de le faire pour bien gérer, pas pour s'éviter le juge, mais d'abord pour bien gérer. Donc, c'est vraiment le fondement. Au-delà de cette faute grave causant préjudice, on a quelques cas importants ayant en tête la légalisation de ce qu'on appelle la faute de gestion. Alors, elle ne vaudra que pour les entreprises publiques ou les établissements, les EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux. Donc, ça ne concerne pas les collectivités locales en tant que telles, ni d'ailleurs l'État en tant que tel. C'est le cas où un gestionnaire, par exemple, d'un EPIC, aurait totalement négligé tous les contrôles, fait n'importe quoi et agi contrairement à l'objet social, en gros, pour le dire comme ça, et très mal géré son établissement. On a une incrimination qui est l'octroi d'avantages injustifiés qui existait. Donc, c'est vous donner une subvention à quelqu'un qui n'y a pas droit, vous faites une remise fiscale hors des clous. C'est une incrimination qui, j'insiste beaucoup là-dessus, existe devant la CDBF aujourd'hui. Sachez qu'elle aussi, comme la faute principale, elle a été précisée, puisqu'elle ne pourra être une incrimination devant la juridiction que si on a agi par intérêt personnel direct ou indirect. C'était important pour nous parce que collectivement, on s'est dit qu'on ne voulait pas que ça soit une brèche qui conduise à la multiplication des affaires devant le juge. Et je vais vous l'illustrer, je vais vous citer le cas d'une subvention. Toute subvention qui n'aurait pas dû être versée à quelqu'un peut être considérée comme l'octroi d'un avantage injustifié à cette personne. Vous voyez bien. Ça ne sera devant la juridiction, et c'est bien écrit comme ça, que si ça a été attribué à cette personne, mais parce que la personne qui l'a attribué, il recherchait un intérêt personnel. Direct ou indirect, ça se précise, mais en tout cas, il cherchait un intérêt personnel. Donc, vous voyez bien qu'on s'approche d'un type de fraude, c'est-à-dire c'est l'agent municipal qui a donné une subvention à, je vais être grossier et caricatural, mais à l'entreprise publique gérée par son frère ou sa sœur, ou par son beau-frère, ou qui a fait une remise sur un avis de somme à payer, ou qui a permis son admission en non-valeur, alors qu'il savait que ça bénéficierait à quelqu'un qu'il connaît ou à lui-même. Je ne m'étends pas, c'est des cas théoriques, mais vous voyez bien qu'il faut cette question d'y trouver un intérêt. Autre incrimination, et là ça vous illustrera ce que disait Nathalie sur la séparation ordonnateur-comptable, la gestion de fait. Vous savez, quand un ordonnateur intervient dans le champ qui est celui du comptable, elle est punie en tant que telle. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent, mais on crée une incrimination spécifique. Dès que quelqu'un rentre dans l'office du comptable, il peut être puni devant la juridiction. Et une nouveauté qu'il faut que vous ayez en tête, échec à mandatement d'office et non-production des comptes. Alors, non-production des comptes, c'est vraiment la base, c'est une infraction formelle. Si on est incapable si on ne souhaite pas sortir ses comptes, ce qui pose plein de problèmes ensuite, on peut se retrouver puni. Vous verrez, la sanction est spécifique dans ce cas-là. Et l'obstacle à mandatement d'office, on voit bien ce que ça recouvre quand le préfet ou une décision de justice a ordonné un mandatement. Si on est la personne qui décide de ne pas le faire, on pourra se retrouver dans la juridiction. Je vais passer, alors je vois que les slides ne fonctionnent plus, mais c'était plus les justiciables, c'était les fautes. Si on peut faut nous indiquer le... Pardonnez-moi, Guillaume. Alors, si on peut passer, pas à la suivante, mais à celle d'après sur les sanctions. Voilà, si vous pouviez nous indiquer au fur et à mesure de votre déroulé
parce que c'est une personne différente voilà, Non, Merci beaucoup. il faudrait faire défiler jusqu'à la slide 5 qui est sur les sanctions. Voilà, merci beaucoup. Le régime actuel, on est assez proche, vous allez voir. Le régime actuel, c'est des amendes jusqu'à 1 an de traitement. Le nouveau régime, ce sont des amendes qui seront en référence à la rémunération de l'agent qui serait puni et qui iront respectivement, pour certaines, 1 mois, typiquement production des comptes, pour la plupart jusqu'à 6 mois. Et j'insiste bien, c'est jusqu'à, c'est-à-dire c'est le plafond. Le juge peut prononcer jusqu'à 6 mois d'amende, 6 mois de la rémunération globale de l'agent concerné. La Cour, pour vous illustrer, a même demandé à ce qu'il y ait des capacités d'exemption de sanctions, des cas où on reconnaîtrait qu'il y a eu une faute qui a été commise. C'est vraiment pas bien, mais on ne prononce pas d'amende. Et chose importante, et on en a discuté encore hier avec la Cour des comptes, les amendes seront individualisées, proportionnées à la gravité des faits et à la réparation et à la réitération des pratiques. Donc, il y a vraiment une prise en compte de ce qu'on appelle les circonstances de l'espèce. Pourquoi vous avez commis cette faute? Dans quel cadre? Un exemple qu'on évoquait, je vais le prendre dans le champ hospitalier. Des gens qui représentent la Cour de discipline budgétaire et financière, donc avec une jurisprudence assez proche, nous citaient très clairement le fait où le juge prend en considération la nécessité d'assurer la continuité des soins pour un directeur d'hôpital qui s'est retrouvé à commettre des infractions. En l'occurrence, il avait été obligé de recourir à un contractant public, mais parce qu'il n'avait plus le choix, il était coincé. Il fallait gérer des déchets médicaux. Il a pris sur lui, c'était une infraction, mais clairement, le juge a considéré qu'il ne le faisait que pour assurer la continuité des soins. Donc, c'est une façon de prendre en compte les circonstances de l'espèce. Et évidemment, il y aura des circonstances aggravantes ou atténuantes parce qu'on regardera la totalité de ce qui a été commis. On va passer à la slide, effectivement, d'après sur la juridiction. Merci. Donc aujourd'hui, je traite que le cas de la CDBF. Donc on a une cour de discipline budgétaire et financière présidée par le premier président de la Cour, avec des membres de la Cour et du Conseil d'État et le Conseil d'État en cassation. Demain, et je vais insister un peu sur les détails parce qu'ils sont importants, il y a, alors d'abord, les chambres régionales des comptes ne sont plus des juridictions. C'est important. Vous en entendez peut-être parler, il y a eu quelques articles dans la presse. Leurs membres restent des magistrats et certains pourront ou viendront siéger dans la juridiction nationale auprès de la Cour des comptes, mais la Chambre elle-même n'est plus une juridiction. Donc, dans vos rapports à votre CRC, elle sera sans doute beaucoup plus sur le contrôle de gestion des audits, etc., mais elle ne sera plus la juridiction. Par contre, à l'occasion des travaux qu'elle mène, elle pourra, j'y reviendrai après, est-ce que l'autorité de saisine, et évidemment que si elle constate des infractions graves, elles les renverront devant la juridiction. Donc cette juridiction, c'est une juridiction unifiée. Première instance, donc premier niveau, c'est une chambre, la 7e chambre, mise en place au sein de la Cour des comptes, qui est composée de magistrats de la Cour et des CRC, puisque je vous ai dit qu'il restait des magistrats. Dès l'appel, et c'est important, vous voyez qu'on mixe, vous avez une cour d'appel financière présidée par le premier président de la Cour, qui est composée de 4 membres de la Cour, 4 membres du Conseil d'État et 2 personnalités qualifiées en gestion publique, hein, évidemment. C'est important, cette composition, parce que c'est ce qui nous assure que la jurisprudence sera unifiée dès l'origine, j'allais dire. Aujourd'hui, on pouvait avoir des divergences d'interprétation qui duraient pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, entre ce que disait la CDBF et ce que finalement disait le Conseil d'État en cassation. Là, dès l'appel, vous voyez que vous avez des magistrats des 2 ordres et des personnalités qualifiées, ce qui permettra d'unifier assez rapidement l'appel. Et chose importante, l'appel est suspensif de toute peine prononcée. Donc, le temps que la jurisprudence s'accorde et s'unifie, on n'aura pas de peine définitive prononcée. Et puis, comme aujourd'hui, le Conseil d'État interviendra en cassation. On va passer à la procédure, donc à la slide suivante, avec un des rares cas de divergence qui nous avait été signalé par l'AMF notamment, mais sur laquelle je vais revenir. Donc, si on peut passer… Voilà, procédure.
il y a une extension, on va surtout parler des capacités de saisine, il y a une extension de ces capacités de saisine. Alors, je vous ai dit que évidemment les magistrats de CRC pourraient saisir, les membres de la Cour peuvent le faire, les ministres aussi. Je vais insister sur les cas nouveaux. Les présidents d'exécutifs locaux, on voit bien que ça peut arriver, et dès lors qu'on recherche un agent qui a commis une grosse faute, ce n'est pas impensable que le maire, la maire, puisse souhaiter saisir une juridiction pour ces agents, peut-être pour des agents sous une magistrature précédente, mais ça peut arriver. Les préfets et les DRFIP concernant les ordonnateurs locaux, c'est assez logique que le contrôle de légalité et les DR ou des DFIP qui sont au premier rang du constat des pratiques en matière financière, budgétaire et comptable puissent être des autorités de saisine. On a parlé des commissaires aux comptes. Alors, je précise immédiatement, il ne s'agit pas de collectivités, notamment pas de celles qui sont, elles ne sont pas nombreuses, mais on verra ce que ça donne en certification des comptes. Il s'agit bien d'organismes spécifiques dont les commissaires aux comptes sont chargés. Donc, ne faites pas d'égalité avec certification des comptes égale possibilité pour les commissaires aux comptes de saisir. Et puis, alors, je parlais du cas un peu qui nous avait fait débattre. Les services d'inspection de l'État. Alors, ça veut dire clairement IGF, IGA. Très clairement, ce cas-là, il a été ouvert plus dans une optique État, où aujourd'hui, l'IGF, l'IGA sont en capacité de signaler sur des cas graves, mais ils les soumettent au ministre, donc il y a une sorte de filtre. Il n'y a pas de saisine directe d'une juridiction. C'est cette saisine directe qui est organisée. Alors, je sais que ça peut créer un débat. Enfin, Nathalie nous l'a souvent dit. On a vraiment tenu à rappeler, c'est maintenu dans le texte. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un cas théorique où l'IGF, à l'occasion d'un contrôle sur une collectivité, pourrait se retrouver à saisir. On pense vraiment que c'est des cas infinitésimaux et que ça n'arrivera quasiment jamais. Ça serait vraiment le cas où l'inspection dénicherait, mais comme je vous le disais, sur un exécutif local, à l'occasion de son travail, elle trouve une énorme fraude. D'abord, aujourd'hui, elle est tenue de le signaler au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, et c'est un petit peu la même chose qui est organisée là. Donc, ne sortez pas de nos échanges avec l'idée que demain, à chaque fois que l'IGF ou l'IGA viendra, il faut vous enfermer dans votre bureau et surtout pas leur parler, parce que c'est vraiment pas leur rôle que de nourrir la juridiction financière. C'est juste dans les cas très graves, il sera possible qu'ils soient autorités de saisine, mais il est assez peu probable que ça arrive souvent dans les collectivités. Dernier élément de procédure, mais il vous est signalé, les faits sont prescrits au bout de 5 ans. Ça ne change pas beaucoup par rapport à la CDBF, ça change plus dans un univers du comptable public où vous le savez, et je vais m'arrêter là pour passer un peu la parole à Emmanuel pour ne pas être le seul à vous parler, mais aujourd'hui, et c'est un des facteurs qui vous illustrera la rigidification ou les difficultés que ça peut passer en matière d'action publique, il faut que vous ayez en tête qu'un comptable qui arrive sur son poste, nommé, un DDFIP quand il arrive, généralement il passe à peu près, il a 6 mois pour regarder la totalité des comptes de son prédécesseur et signaler toutes les irrégularités qu'il voit, parce que s'il ne le fait pas, ces irrégularités commises donc, ou connues, ou pas connues d'ailleurs, mais sous son prédécesseur, sont de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Donc vous voyez que passer 6 mois à juste regarder dans les tiroirs de son prédécesseur pour être sûr qu'on n'aura jamais de problème, c'était peut-être pas le meilleur usage qu'on pouvait faire des capacités d'un DDFIP ou d'une DDFIP arrivante ou d'un chef de poste comptable. Donc voilà, c'est pour ça que nous, les 5 ans, c'est important. Il y a une vraie règle de prescription. On arrêtera avec ce système un peu bizarre où quand on arrive sur un poste, dès lors que les comptes sont repris, on devient responsable. On est bien, et je finis là-dessus, avec qui a commis la faute, est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle cause un préjudice financier significatif. Et dans ce cas-là, et ce cas-là sera très rare seulement, on peut se retrouver devant le juge financier. Mon dernier mot, c'est vraiment de vous faire sentir une nouvelle fois, Emmanuel aura l'occasion de préciser, que notre conviction dans cette réforme, c'est qu'on ne gère pas bien parce qu'on a peur d'un juge. On gère bien parce qu'on s'organise correctement, on gère bien parce qu'on a la volonté de faire bien son travail et le souci d'intérêt général, on gère bien parce qu'on maîtrise ses risques, et c'est un des sujets communs sur lesquels on va revenir.
on ne gère pas parce qu'un juge est derrière vous en vous disant dès qu'il y aura la moindre erreur, tu seras en risque. Donc, ce n'est pas du tout une critique des juges. Le régime était comme cela. Ensemble, avec la Cour des comptes, on a défini un régime où on ne va devant le juge, et d'ailleurs, ça lui laissera beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses, je vous le disais, en termes de contrôle de gestion, d'accompagnement, mais on n'ira devant le juge que pour les cas graves. Voilà, j'ai été un peu long, j'espère que j'ai été à peu près clair, sinon les questions seront les bienvenues dans le chat. Et je vais peut-être laisser la parole à Emmanuel pour vous présenter un petit peu les règles d'entrée en vigueur et les travaux qu'on mène. Et peut-être je vous propose, si elle a eu le temps, elle, de les lire, ou si Nathalie a vu des questions un peu intéressantes dans le cadre du chat, on peut peut-être se faire quelques minutes de première réponse s'il y a des choses pas claires dans ce que je vous ai dit, que vous avez eu le temps de voir remonter, parce que en vous parlant, j'avais du mal à suivre en même temps le chat. Alors, juste vous rappeler, parce que j'ai pas eu de questions via le chat. Une seule, vous y avez répondu, Guillaume, sur la diffusion du PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions via le chat, parce qu'on est trop nombreux pour prendre des questions à l'oral. Par contre, il y a le chat, et nous sommes deux à noter les questions si elles devaient arriver, et nous y répondrons bien volontiers. Voilà, donc on n'a pas de questions à ce stade. Très bien. Je n'ose croire que c'est parce que j'ai été clair. Et, mais si, c'est ça, Guillaume, vous êtes toujours très clair. Il faut le dire. Emmanuel, peut-être, sur la suite. Bonjour à tous. Pardonnez-moi de vous interrompre, Emmanuel. Une question sur les régisseurs. Oui, je pense Nathalie. Oui. Oui, je viens de la voir, Nathalie. Et précisément, on avait prévu une planche spécifique sur ce sujet sur lequel on a beaucoup de questions. Donc, c'est prévu de revenir sur le sujet spécifique des régisseurs. Donc, je me propose de le faire juste après. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, parfaitement bien. Merci, Guillaume. Donc, Guillaume Robert vous a présenté le mécanisme de responsabilité. Je crois qu'on peut passer à la planche suivante qui clôt véritablement la présentation de l'ordonnance, donc du cadre juridique de la responsabilité personnelle et pécuniaire. C'est l'entrée en vigueur du dispositif. L'entrée en vigueur l'ordonnance rentre en vigueur au 1er janvier 2023. Donc, c'est un petit peu compliqué. L'entrée en vigueur, on vous fait grâce de subtilités qui sont parfois de mise sur ce sujet. Retenez simplement qu'au 1er janvier, pour les comptables, il y aura une extinction progressive de leur RPP, au sens où vous avez peut-être certains de vos comptables qui vous ont dit qu'ils avaient déjà une procédure ouverte sur le sujet, et que cette procédure qui sera ouverte va continuer en fait jusqu'à son extinction en mode RPP jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. En revanche, pour tout le monde, cette fois pour les comptables et les ordonnateurs, on se situe dans un régime qui est quasi pénal, ce qui signifie qu'à partir du 1er janvier de 2023, la juridiction sera compétente. Et il y a deux cas de figure en réalité, c'est-à-dire les nouvelles infractions qu'elle va pouvoir détecter en 2023 seront complètement effectivement sous l'empire de l'ordonnance RGP. En revanche, il y a peut-être des infractions qui seront détectées sur des années antérieures, 2019, 2020 peut-être, 2021, 2022 ou 2023, puisque Guillaume vous a précisé qu'il y avait un mécanisme de prescription qui était de 5 ans. À ce moment-là, on va appliquer ce que l'on appelle en loi pénale la loi la plus douce pour le justiciable, c'est-à-dire en fait que ce soit la détermination de l'infraction ou la sanction qui sera le plus favorable au justiciable. Ça, c'est un petit peu peut-être pas évident à appréhender, mais cela veut dire que le juge va devoir appliquer quelque chose qui sera le plus favorable au justiciable. Et Guillaume Robert a eu l'occasion de vous le préciser, le mécanisme des infractions qui ressemble beaucoup à celui qui existe déjà en régime CDBF a été assez restreint dans leur périmètre, dans leur champ, et a été restreint sur l'exigence de leur détection. Et donc, c'est cette restriction qui sera appliquée.
à partir de 2023 pour des faits antérieurs et qui prendront tout leur régime à partir de 2023. Voilà, donc le mécanisme d'entrée en vigueur est un peu complexe, mais retenez en toute hypothèse que l'ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2023. Alors, on peut passer à la slide suivante qui vous présente un petit peu l'état d'avancement des travaux préparatoires à la réforme, qui va concerner à la fois des travaux législatifs. Vous l'avez vu, l'ordonnance est parue le 23 mars 2022. Non, on peut revenir à la slide suivante, la slide numéro 9. 23 mars 2022, il reste bien évidemment un gros travail auquel la Direction générale des finances publiques s'attelle, évidemment avec la communauté interministérielle, qui est la rédaction de décrets en lien avec la direction du budget et la Cour des comptes. Concrètement, nous rebalayons, nous repassons au peigne fin l'ensemble de notre arsenal juridique pour en expurger toutes les références qui pouvaient intervenir au titre de la RPP, au titre du cautionnement, au titre des assurances, etc., autant d'attributs qui concernaient uniquement la RPP. Et comme Guillaume Robert a eu l'occasion de vous dire, c'est cette RPP qui a été supprimée et qui est supprimée au 1er janvier 2023. Et c'est le régime CDBF que l'on conserve en le modernisant et sur lequel on s'appuie. Donc, il y a un gros travail de mise à jour des décrets, d'ajustement également de ces décrets-là, et puis, bien évidemment, une forte action de notre part, d'implication de notre réseau des comptables et des conseillers aux décideurs locaux pour pouvoir diffuser les éléments de la réforme. Aujourd'hui, c'est un exercice, effectivement, qui participe complètement pour pouvoir vous donner les éléments majeurs qui concernent cette réforme. Peut-être certains d'entre vous ont-ils également entendu parler d'un webinaire qu'on avait pu co-construire avec le CNFPT le 9 juin. Et nous avons également mobilisé l'ensemble de nos ressources au niveau local. Les directions, les directeurs locaux, bien évidemment, sont tout à fait à votre disposition également pour conduire des actions de communication au niveau local. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'y participer. Alors, comme Guillaume Robert vous a présenté, c'était tout l'arsenal un petit peu juridique de la réforme. Reste que la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, c'est à la fois un arsenal juridique, une ordonnance qui est assez juridique, mais qui ne concerne pas que l'intégralité des potentialités de la réforme qu'on veut lui attribuer. Parce que cette réforme, en supprimant la RPP, a aussi pour vocation Emmanuel, on ne vous entend plus bien, vous avez bougé et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé de votre côté, mais votre son a changé. Ah bon? Est-ce que c'est mieux là? Non? Là, c'est bien, là, c'est bien. Je ne bouge plus. Voilà, merci. Je ne bouge plus. Pardon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la réforme, c'est aussi l'occasion de revoir et de s'interroger également sur notre gestion. Guillaume Robert a eu l'occasion de le faire. Et la fin de la RPP est aussi l'occasion de lever certains peut-être verrous, certains carcans que l'on pouvait avoir et que l'on avait complètement intériorisés dans le cadre de la gestion. Et c'est aussi de faciliter la façon de gérer et de piloter les deniers publics au niveau local. Alors, pour ce faire, on a proposé de vous présenter quelques éléments. On peut passer à la slide suivante qui précisément porte sur une des opportunités de la réforme, qui est de clarifier le cadre des relations entre l'ordonnateur et le comptable. Nathalie, vous avez eu l'occasion en introduction largement de préciser le sujet. Et c'est l'occasion pour moi effectivement de rappeler que la réforme n'est pas du tout un transfert de responsabilité du fait qu'on a la suppression de la RPP du comptable vers l'ordonnateur, dans la mesure où, comme vous l'avez très justement rappelé, la séparation ordonnateur-comptable est un principe qui est
est largement maintenu et qui est réaffirmé dans l'ordonnance. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point extrêmement important également, c'est que le comptable conserve son obligation de l'ensemble des contrôles qui lui incombent, qui sont fixés par le décret GBCP et qui sont complètement réaffirmés et qui lui incombent complètement. Par ailleurs, le nouveau régime clarifie, alors comme je le disais, c'est aussi la réaffirmation de la séparation ordonnateur-comptable. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Nathalie. Mais il y a la procédure de réquisition qui est réaffirmée et qui tente à dire évidemment que le comptable a toujours ses contrôles et l'ordonnateur a toujours la faculté de pouvoir passer outre selon certains critères. L'ordonnance introduit également une possibilité de signalement par le comptable à l'ordonnateur de toute opération qui serait susceptible de constituer une faute grave entraînant un préjudice financier significatif. Il s'agissait pour nous de réaffirmer le rôle de conseil du comptable en lui donnant et en lui offrant la faculté, au gré des contrôles qu'il voit, au gré de l'ensemble de la connaissance qu'il peut avoir de la collectivité et de l'ensemble des faits qui peuvent passer entre ses mains, de pouvoir voir quelque chose qui, sans ressortir de ces contrôles, font quand même apparaître quelque chose qui pourrait mettre en difficulté l'ordonnateur. Par ce rôle de conseil, le comptable peut s'en ouvrir à l'ordonnateur en lui suggérant, en lui disant qu'il peut y avoir des éléments qui pourraient mettre en difficulté l'ordonnateur, et cette possibilité, c'est véritablement de signaler à l'ordonnateur des éléments qui pourraient fragiliser justement l'ordonnateur. C'est une faculté, simplement, ce n'est évidemment pas une obligation de la part du comptable. L'ordonnance, en tout cas la fin de la RPP, c'est aussi l'opportunité d'ouvrir un contexte favorable pour un meilleur partenariat sur la totalité de la chaîne financière. Le fait désormais, nous on attend beaucoup finalement de la suppression de la RPP, en ce sens où parfois il y avait des rejets qui pouvaient être justifiés, moins parce que la dépense n'était pas correctement réalisée, mais parce qu'il manquait des pièces, par exemple, lesquelles pièces étaient demandées par le juge des comptes. L'idée ici, c'est que n'ayant plus l'aspect juridictionnel et la sanction juridictionnelle qui était parfois strictement formelle, celle-ci ouvre des facultés de pouvoir expérimenter des expérimentations justement sur l'intégration de la chaîne financière entre ordonnateur et comptable, en essayant aussi des partenariats sur la chaîne financière qui soient beaucoup plus en amont, c'est-à-dire pour associer par exemple le comptable, ou des opportunités pour partager justement ensemble des éléments sur cette chaîne financière, mutualiser des bonnes pratiques sur la sécurité des procédures et mettre à disposition des outils par les comptables publics ou les conseillers aux décideurs locaux. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y a déjà de très longues années, on avait mis en place le contrôle hiérarchisé de la dépense, et ce contrôle hiérarchisé de la dépense qui repose sur quelque chose d'assez intuitif, de pouvoir dire que l'on regarde beaucoup ce qui est en jeu et qui est à risque, et que, ma foi, en termes de contrôle, on gradue son contrôle en fonction du risque concerné. L'intégration et la mise en œuvre de ce contrôle hiérarchisé de la dépense, lié au fait de la RPP, avait nécessité que l'on modifie le cadre réglementaire, parce que les comptables étaient en difficulté vis-à-vis du juge des comptes, qui exigeait une exhaustivité des contrôles. À partir d'aujourd'hui, ce genre de situation ne devrait normalement plus apparaître, puisque le juge des comptes lui-même, son office en tout cas, est réservé à des affaires les plus emblématiques possible, et donc du coup à une sorte de gradation de l'enjeu qui peut en être associé. L'autre enjeu majeur pour nous, nous semble-t-il, enfin en tout cas une des conséquences de la réforme, et c'est la planche suivante, c'est le cadre favorable qu'elle offre pour le déploiement de la maîtrise des risques. Alors, la maîtrise des risques, vous en avez peut-être entendu parler déjà au gré notamment des travaux qui sont engagés pour la fiabilité des comptes, ou
pour ceux d'entre vous qui expérimentez des dispositifs de certification des comptes, l'analyse des risques est extrêmement important. Comme on l'a vu précédemment, on réserve l'intervention d'un juge financier uniquement pour des affaires emblématiques. Ça ne veut pas dire, du coup, qu'on désarme complètement l'action publique et que tout ce qui n'est pas en jeu, tout ce qui ne serait peut-être pas vu par un juge, ne serait pas du tout géré ou piloté. Au contraire, ce sont des éléments qui sont internalisés, je dirais, au sein des services, que ce soit les services comptables ou les services ordonnateurs. Et il est important pour ces services-là de pouvoir justement gérer, identifier les risques de façon à les prévenir, de façon à piloter sa gestion et de façon à pouvoir travailler sur ce qui est en jeu, de pouvoir mettre les moyens là où c'est le plus, ça le nécessite davantage, et évidemment de pouvoir piloter un petit peu tous ces éléments-là en fonction des enjeux qui sont concernés. Alors, l'idée d'identifier ces risques en interne, bien évidemment, on est parfaitement conscient qu'entre une collectivité de grande taille qui a un appareillage sur le contrôle interne peut-être très développé et une collectivité de taille beaucoup plus modeste, il est nécessaire d'adapter, de graduer cette appropriation-là. Sachez déjà que pour identifier des risques dans une structure, le comptable peut mettre à disposition, il y a déjà beaucoup d'outils qui sont mis à disposition et qui sont autant d'éléments d'alerte qui peuvent vous orienter vers des failles ou vers des difficultés qui peuvent apparaître en gestion de votre côté. Ce sont par exemple des contrôles comptables automatisés qui peuvent faire apparaître des opérations comptables qui ne sont pas totalement maîtrisées sur des comptes de tiers, par exemple. L'indice de pilotage des comptes ou encore les analyses de restitution du contrôle hiérarchisé de la dépense qui peut faire apparaître en substance, non pas des éléments de maîtrise des risques, bien évidemment, mais autant d'éléments d'alerte sur la propre gestion du cycle, par exemple, soit comptable, soit du cycle de la dépense. Et donc, c'est une sorte d'entrant qui permet de s'interroger sur cette partie-là et qui permet de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a au fond dans ma gestion qui n'est pas complètement raccord, et c'est ce genre d'éléments qui peuvent vous permettre de corriger les éléments le plus possible. L'autre élément, évidemment, concerne les collectivités qui sont expérimentatrices. Il y a des outils qui peuvent être mis en œuvre et qui sont utilisables par ces collectivités-là, que sont notamment les travaux des commissaires aux comptes, bien évidemment, sur lesquels une collectivité peut bâtir des plans d'action, mais qui sont beaucoup plus structurés et dont l'appareillage sur le contrôle interne sont beaucoup plus robustes sur ces sujets-là. Et puis par ailleurs, côté DGFiP, sur ce sujet qui était au départ très effectivement connoté fiabilité des comptes locaux, on va continuer à mettre à votre disposition des outils qui sont facilement appropriables et qui sont évidemment adaptés en fonction de vos risques et des enjeux des collectivités dont vous avez la responsabilité. Alors, on a beaucoup travaillé dans le cadre du comité de fiabilité des comptes locaux, notamment à de la documentation qui est en ligne sur le site des collectivités.gouv.fr, notamment sur des référentiels de contrôle interne ou notamment sur un guide de renforcement du contrôle interne. Alors, c'est un guide qui est assez riche, assez complet, mais qui décrit de façon assez complète une démarche de mise en œuvre, de maîtrise des risques au sein d'une structure. Alors, comme on a bien conscience, évidemment, que ce n'est pas toujours facile à appréhender, à manipuler, on va, à partir de l'automne, essayer de proposer justement des documents qui sont beaucoup plus grand public pour que vous puissiez vous familiariser avec ces sujets qui pourront vous aider à maîtriser les risques que vous avez, mais les maîtriser dans le sens de bien pouvoir maîtriser également votre gestion, au-delà bien évidemment d'être mise en difficulté par le juge financier. Voilà pour ce point-là, parce que on était dans un contexte où la RPP visait à l'exhaustivité.
L'ARPP ayant disparu, il est nécessaire, côté comptable, bien évidemment, côté ordonnateur aussi, que l'on puisse s'interroger sur les pratiques qui sont les nôtres. Alors ensuite, on voulait vous présenter quelques éléments sur des conséquences qui sont sur des points un petit peu plus spécifiques concernant notamment la production des comptes. Ça, c'est la planche suivante pour laquelle Guillaume Robert a eu l'occasion un petit peu de s'exprimer et qui fait l'objet dont l'absence fait l'objet d'une infraction spécifique. Alors, la réforme conduit à l'instauration d'un principe de quérabilité et non plus de dépôt des comptes au juge financier. Alors, qu'est-ce que l'on entend derrière cela? Alors, vous le savez sûrement, le comptable, dans le régime qui est encore le nôtre aujourd'hui, va déposer ses comptes à la Chambre régionale des comptes ou à la Cour des comptes pour l'État, par exemple, les établissements publics nationaux. Donc, c'est vraiment le dépôt du compte à la Chambre régionale des comptes qui ensuite va le dépouiller pour pouvoir juger les comptes en tant que tel. Aujourd'hui, dans le système de la responsabilité Emmanuel, je m'excuse de vous interrompre, mais c'est de nouveau, il y a quelque chose chez vous qui… Est-ce que c'est mieux là? Ah non, c'est pire. Ah. Et pourtant, je n'ai pas bougé. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est bien. Oui, c'est très sensible. La particularité, donc le juge des comptes recevait les comptes des comptables. À partir de la réforme, les CRC, comme vous l'a indiqué Guillaume Robert, ne sont plus des juridictions et à ce titre ne jugeront plus les comptes. Ce qui signifie en fait, c'est que les comptes continueront à être produits, ça c'est un attribut absolu du comptable. En revanche, il les conservera, la DGFiP, et toutes les structures qui produisent des comptes conserveront leurs comptes auprès d'elle. Mais la Cour des comptes et également les CRC continueront à pouvoir les demander. Et derrière le terme de quérabilité, en réalité, c'est la demande en fait, qui est faite par le juge des comptes. Derrière ces concepts, c'est tout un changement quand même de paradigme pour les chambres régionales des comptes. C'est un vrai changement de méthode de travail de leur part et c'est aussi un vrai changement de culture puisque les comptes ne sont plus la propriété de la Cour des comptes, mais ils redeviennent ou deviennent en tout cas propriété des comptables. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. La quérabilité, c'est que c'est le juge qui va demander au comptable les comptes au fur et à mesure des missions qu'il a pour pouvoir travailler. Ce qui signifie donc sur le processus de production des comptes, vous aurez toujours votre comptable, plus que jamais d'ailleurs, puisqu'il y a, comme le précisait Guillaume Robert, une infraction spécifique qui existe déjà, mais que l'on remonte dans le code des juridictions financières. Il y a toujours le comptable donc, qui est évidemment astreint à produire ses comptes comme il le fait actuellement. Donc, vous aurez toujours votre comptable qui travaillera avec vous le plus en amont possible pour pouvoir arrêter les comptes, les rendre et les rendre dans les délais. Ça, c'est un élément extrêmement important. Qui dit, alors, un petit point spécifique, qui dit que les CRC perdent leur statut de juridiction financière ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Les chambres régionales des comptes continuent évidemment à exister, elles ne ferment pas. En revanche, leurs travaux seront largement orientés comme habituellement, comme vous l'a précisé Guillaume Robert, vers les contrôles de gestion, comme elles le font habituellement, souvent. Actuellement, elles faisaient en fait des contrôles organiques, c'est-à-dire qu'elles faisaient à la fois, elles ouvraient les contrôles de gestion et en même temps, elles examinaient les comptes des comptables en même temps. Ici, il y aura la partie examen des comptes du comptable qui n'existera plus par définition, puisque le comptable ne peut plus être jugé sur ses comptes. En revanche, elles peuvent continuer évidemment à effectuer des contrôles de gestion et devraient se développer également des contrôles d'évaluation et en particulier d'évaluation des politiques publiques. Donc, les CRC, leurs travaux seront réorientés sur des thématiques souvent et c'est au gré de ces travaux, au gré de ces thématiques qu'elles demanderont souvent communication de différentes pièces, dont
les comptes, parce que les comptes, c'est évidemment des éléments qui sont extrêmement précieux pour pouvoir entrer dans des structures et la façon de piloter, de gérer au niveau des organismes publics. Donc, sur l'aspect production des comptes, je dirais en vue collectivité locale, ça ne doit pas changer, ça ne doit pas non plus faire baisser l'exigence qui est la vôtre, partagée avec le comptable, de pouvoir rendre des comptes de qualité en temps et en heure, parce que c'est quand même un attribut extrêmement important du juge des comptes, mais c'est aussi tout simplement un matériau indispensable à la démocratie financière. L'autre thématique sur laquelle nous souhaitions insister, c'est les deux planches suivantes, enfin en tout cas au moins la suivante en page 13, concerne, et je crois qu'il y a quelques questions d'ores et déjà sur le chat, les régies. On nous a beaucoup interrogé sur les régies, comment est-ce qu'ils se positionnaient, quel était l'intérêt encore d'avoir des régies, qu'est-ce qui se passait en fait, quelles étaient les conséquences pour les régies. Alors, les régisseurs, comme actuellement, comme tout un chacun, et comme l'a rappelé Nathalie et Guillaume Robert, font partie des justiciables du régime de responsabilité des gestionnaires publics, mais comme tout un chacun, comme les autres acteurs, et donc pourraient éventuellement être sanctionnés comme aujourd'hui, évidemment. Comme les comptables, à partir du 1er janvier 2023, le cautionnement, s'il devait en faire, n'est plus nécessaire, puisque le cautionnement n'a pas été repris dans le nouveau système. On n'est pas du tout sur un régime objectif de responsabilité, on est vraiment sur un régime de nature quasi répressive, et donc du coup, le cautionnement dans ce système-là ne se justifie plus. Et par ailleurs, on a eu beaucoup de questions, nous en tout cas sur ces sujets avec nos comptables. Il n'y a plus aucune assurance qui n'est requise sur ce sujet-là, puisque les amendes éventuellement qui pourraient être émises à l'encontre des justiciables n'ont pas le caractère assurable. Donc, aucune assurance n'est requise, comme pour les comptables. Donc, ça change beaucoup parce que nous avons eu beaucoup de questions et ils sont un petit peu inquiets par rapport à ces éléments-là, mais qui changent complètement de paradigme et qui répondent exactement, en fait, comme aujourd'hui à la CDBF. À la CDBF, il n'y a pas de cautionnement. Aujourd'hui, en CDBF, on n'a pas non plus de système d'assurance, évidemment, qui est requis. Les déficits, et je crois que j'avais vu, il me semble, sur le chat, une question sur le sujet, notamment les vols, tout ce qui peut être autour des erreurs et des erreurs de caisse qui peuvent être constatées, sont, mais comme aujourd'hui en réalité, pris en charge sur le budget de l'organisme de rattachement. Mais je dirais comme aujourd'hui, à partir du moment où aujourd'hui on a un système dans lequel les régisseurs, ou les comptables d'ailleurs, sont mis en débet, mais en réalité par le mécanisme de remise gracieuse, c'est la collectivité qui in fine, c'est sur son budget, qui a été pris en charge le vol ou l'erreur de caisse. Et bien aujourd'hui, n'ayant plus le principe de RPP au milieu, ce mécanisme-là saute, mais le principe demeure au sens où on a toujours évidemment une prise en charge du déficit sur le budget de l'organisme de rattachement. Autre conséquence, on semble également avoir vu passer, mais pardon, je ne les ai peut-être pas vues dans leur intégralité, les contrôles, c'est la planche suivante et c'est la dernière planche qu'on vous propose. J'attends qu'elles apparaissent à l'écran. Comme je vous le disais, l'appareillage, les contrôles de part et d'autre, les contrôles qui doivent être faits par le comptable sont maintenus, sont intégralement maintenus. S'agissant des régies, les contrôles qui relèvent effectivement de la compétence du comptable sont également maintenus, mais aussi de l'ordonnateur, bien évidemment, sur les opérations des régisseurs. Et la périodicité est inchangée. On a évoqué un petit peu ensemble une planche sur la maîtrise des risques et le fait qu'il fallait être collectivement en attention sur les risques qui pouvaient intervenir dans une structure. Par expérience, en tout cas côté DGFiP, mais je pense que c'est partagé, le secteur des régies est toujours un secteur
assez à risque par la difficulté qu'on peut avoir à trouver des régisseurs, à les former, à respecter la réglementation, à les accompagner sur des sujets un petit peu de comptabilité. Et parfois, par imprudence, ils peuvent être mis en difficulté, par exemple, lorsque on n'a pas de vérification des actes de nomination, et ceci notamment pour les régies temporaires. Donc, il faut faire assez attention, vérifier que les régisseurs, dont la pertinence est toujours maintenue, ne serait-ce que pour maintenir la séparation ordonnateur-comptable et évidemment éviter que la collectivité, que le maire ou qu'une personne ne soit mise en gestion de fait par le simple fait que les actes de nomination ne soient pas correctement rédigés. Donc attention sur ce secteur, vous comme nous, avec les comptables, on sait que c'est un secteur qui peut être potentiellement à risque, donc il nous faut être vigilants sur ce sujet-là pour pouvoir les gérer et vérifier ce sujet qui peut vous mettre en difficulté par rapport à la gestion, tout simplement, bien évidemment. Et évidemment, là, on terminait sur le dernier point, mais nous insistons beaucoup en interne des GFIP sur la nécessité pour le régisseur, pour le comptable, pardon, de veiller à son obligation, à l'obligation qui est la sienne, de réaliser un plan de contrôle des régies. Vous savez, normalement, qu'il y a des plans de contrôle des régies qui sont réalisés. Et là aussi, on insiste beaucoup en interne pour que nos comptables soient attentifs à effectuer cet aspect-là. Il en va évidemment on parlait d'améliorer la gestion publique. Donc, il n'est pas question, évidemment, de revenir sur la pertinence des régisseurs. Il est important, en revanche, de conserver de les sécuriser en vérifiant leurs actes de nomination pour éviter de verser dans de la gestion de fait, parce que la gestion de fait est une infraction, et bien évidemment pour sécuriser l'intégralité de la chaîne financière. Alors, j'ai vu passer beaucoup de questions et pardon, je n'ai pas pu tout relever, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions et je crois que Guillaume Robert souhaitait la parole. Michel, Nathalie, c'est vous qui gérez. Oui, on remet le son là. C'est un petit peu. Merci, oui, c'est compliqué. Merci beaucoup. Effectivement, je voulais, parce que j'ai eu le temps pendant l'intervention d'Emmanuel de noter la plupart des questions. Et si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer quelques réponses et ça fera d'ailleurs le lien avec ce qu'on a dit, parce que beaucoup de questions portaient sur les régies. Donc parfois, Emmanuel a commencé à répondre. Monsieur Pocard posait la question, en gros, des modalités d'appurement, en citant le cas me semble-t-il, d'un vol ou d'une clé laissée dans une régie. Alors, il y a deux aspects. L'appurement, Emmanuel vous l'a dit, en fait, le système qui est mis en place par l'ordonnance conduit in fine exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, par un mécanisme très compliqué de mise en débit, puis remise acceptée par la collectivité, ou pas d'ailleurs, je vais réserver ce cas, in fine, c'est la collectivité qui supporte la mise en débit, enfin, pardon, le poids de la perte. Le seul sujet qu'on va avoir, c'est de trouver la caractérisation comptable, c'est-à-dire le mot derrière lequel on mettra ce constat de perte. Aujourd'hui, ça se traduit par remise de débit, etc., et des enregistrements comptables. Nous réfléchissons, je ne peux pas vous donner le fin mot de l'histoire, parce qu'on est dans le travail réglementaire en ce moment même, mais on réfléchit autour d'une imputation qui serait autour de la notion de pertes et profits, et en l'occurrence de pertes, pour le cas qui était évoqué. C'est important de se dire ça, parce que derrière, et là je réponds au fond de l'exemple qui était cité, tout en redisant que je ne suis pas juge, le régisseur qui a juste malheureusement oublié de fermer à clé quelque chose, il est bien évident que ce n'est pas une faute grave. Enfin, sauf s'il ne ferme jamais, voire qu'il met sa caisse au milieu de la rue, j'exagère à dessein, c'est une erreur, c'est potentiellement une faute. L'idée qu'on se retrouve devant la juridiction pour ça est quand même assez baroque et assez peu probable. Donc, ça ne sera pas réglé devant la juridiction. Et non, on est juste dans la question de
qui doit supporter la perte. Après, là aussi, mais ça, c'est un début de réponse, mais la question s'étendait sur est-ce qu'on peut aller au civil poursuivre son régisseur. Je ne peux pas me prononcer à la place de ce que souhaiterait faire un ordonnateur, mais ça dépendra à nouveau du niveau de la faute, de sa réitération et de ce qu'on veut faire au régisseur. Je serais quand même surpris qu'un employeur public dans une collectivité ait envie de se retourner au civil sur son régisseur simplement pour une erreur ou une faute vénielle. Bon. Mais à nouveau, ça dépendra beaucoup des pratiques, mais vous l'avez compris, le fond, c'est qui supporte la perte. Dans ce cas-là, la collectivité, il y a un trou dans sa caisse, il faut juste enregistrer le trou. Il y a une exception dans le cadre de l'ordonnance qui ne se porte pas tellement sur les régies, mais qui va me permettre de répondre à la question de Pascal Labedin sur les faux ordres de virement, les fraudes aux ordres de virement, plus exactement. Supportera la perte l'organisme qui la constate, sauf dans un cas exceptionnel où la faute reviendrait uniquement au comptable de la DGFiP ou au comptable public. Au cas des faux-vies, dans la très grande majorité des cas, et tout le monde en convient, sauf dans des cas contentieux, et j'y reviendrai, mais dans la très grande majorité des cas, pas de chance. On a été victime d'une fraude. Très souvent, vous le savez, c'est l'ordonnateur. Je ne dis pas que c'est sa faute, c'est l'ordonnateur qui a été victime de la fraude, qui a enregistré, qui a modifié des coordonnées comptables. Donc c'est les services de la mairie, parlons-nous clairement, et puis à la fin le comptable a exécuté sur le RIB qui avait été échangé, et bon, c'est pas de chance, la collectivité supporte la perte parce qu'elle va repayer son vrai fournisseur et on récupérera pas forcément les sommes. Donc hier comme demain, à la fin ça reposera sur la collectivité. Il y a un cas où on peut se dire vraiment si le comptable n'a absolument pas fait son travail, voire c'est lui qui a… Alors, dans le cas où c'est l'ordonnateur qui a changé les coordonnées, c'est peu probable que ça soit la faute du comptable. Mais imaginons un cas où, pour plein de raisons, c'est le comptable uniquement qui a conduit à ce qu'on paye dans le cadre d'une fraude un ordre de virement. On peut imaginer que ça soit l'État qui vienne en compensation si vraiment, encore une fois, c'est uniquement la faute du comptable. Les cas où on ne sera pas d'accord, ils sont très peu nombreux aujourd'hui, et là aussi, aujourd'hui comme demain, on se retrouvera dans une procédure de recours de la collectivité face à la décision de l'État de ne pas prendre en charge et potentiellement de contentieux administratifs. Personne ne le souhaite, mais ça peut arriver. On peut ne pas être d'accord in fine, et un tribunal administratif pourra juger. Mais voilà, vous l'avez compris, le système global, c'est supporte la perte celui qui en a été victime, sauf si c'est vraiment la faute du comptable public, et dans ce cas-là, l'État acceptera de prendre à sa charge la défaillance de son comptable. Tout ceci, à nouveau, est hors ce qui se passe devant la juridiction financière. Quand je parle de l'irrégularité, ça peut être une irrégularité, ça peut être une faute, ça peut être une faute grave, et dans ce cas-là, la juridiction interviendra, mais la question de qui supporte est détachée de cela. Il y a un cas où ça se retrouvera, c'est imaginons que le comptable soit condamné devant la juridiction pour faute grave. Là, évidemment, l'État reconnaîtra de fait que c'est bien son comptable qui a fait une énorme erreur et viendra payer dans ce cas-là. Il y avait une question de… alors j'ai noté, mais mon écriture est épouvantable, donc j'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Sébastien Drévillon, sur cautionnement et assurance, en disant Emmanuel Chouvelon nous a dit que ça n'était plus nécessaire, mais est-ce que c'est recommandé ? Nous ne vendons pas d'assurance, donc je ne ferai pas de recommandation, mais peut-être je vais séparer les deux sujets. On a regardé juridiquement les choses. Très honnêtement, le cautionnement qui permet, dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire, de substituer dans un premier temps l'organisme de caution à celui vers lequel elle se retourne pour payer in fine, on n'en voit plus vraiment la place. Donc l'idée de se cautionner alors qu'il n'y aurait pas d'appel de cette caution jamais nous semble à nouveau un peu curieuse. Donc c'est vraiment une impossibilité à notre sens. Pour ce qui est de l'assurance, l'ordonnance est muette parce qu'il n'y a pas de raison d'interdire ou d'autoriser des assurances, le marché est libre. Une chose à avoir en tête néanmoins, les fautes pénales
commises sciemment en toute conscience du fait qu'on allait causer un tort sont généralement, dans le cadre de la jurisprudence, considérées comme non assurables. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que les organismes d'assurance, mais à nouveau, on peut se tromper et ils feront ce qu'ils veulent, hein, mais que les organismes d'assurance proposeront certainement, plutôt que l'assurance de la faute elle-même, sans doute des assurances avec accompagnement juridique, voilà, paiement d'un avocat, parce que dans le cadre d'une procédure devant la juridiction, on pourra faire appel à un avocat et on peut souhaiter le choisir ou vouloir un meilleur, etc. Donc, le marché existera peut-être sur une part assez restreinte. Après, à chacun de se déterminer en considérant qu'il a besoin ou pas d'un conseil juridique et surtout de la probabilité de mise en cause. Je redis, je pense que ça va mettre peut-être un peu de temps. Peut-être que dans le doute, les gens voudront s'assurer dans un premier temps, mais le nombre d'affaires sera sans doute très limité devant la juridiction. Donc, à voir si ce risque vraiment nécessite une assurance. Moi, encore une fois, je ne peux donner ni de conseil ni dans un sens ni dans l'autre. Et enfin, Madame Cécile Semico-Régnier nous posait la question, puis il y a eu des échanges dans le chat sur les indemnités de régisseurs. Sachez qu'on réfléchit à cette question globale des indemnités et que pour ce qui concerne les régisseurs, notre volonté est sans doute de prévoir une réglementation qui les rendra possibles sans les lier très... Elles étaient historiquement liées à la RPP. On sait bien, et le fait que ça soit passé dans le RIFSEP, plusieurs des personnes dans le chat le disaient, renvoie plutôt à une réalité de attractivité du poste, risque lié au poste, mais pas seulement le risque de RPP. Mais on manie de l'argent, c'est une tâche particulière qui peut être lourde, qui nécessite des contrôles. Donc, sans que je vous dise exactement comment ça se traduira, mais notre volonté est d'assurer un fondement juridique à la possibilité de poursuivre le paiement d'indemnités, sans doute dans un cadre IFSEP aux régisseurs, et de leur trouver un fondement légitime malgré les travaux qu'on va faire autour de la suppression de leur responsabilité personnelle et pécuniaire. J'espère que je suis clair. Le fondement juridique spontané historique de la RPP disparaît. On est en train de faire des travaux réglementaires pour essayer de maintenir un fondement au paiement d'une indemnité dans le cadre du RIFSEP pour les régisseurs, parce que spontanément, ça nous semble justifié en termes de charges particulières et d'attractivité de la fonction. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Ces travaux, vous l'avez compris, sont en cours et on aboutira dans des décrets, peut-être, mais Emmanuel l'a dit, je le redis, notre cible pour la publication, enfin le travail et l'envoi au Conseil d'État de ces décrets est autour de la fin septembre, début octobre, et on essaiera d'être prêt pour le 1er janvier 2023 en tout état de cause. Voilà ce que Il y avait, Guillaume, une question sur les secrétaires de mairie en milieu rural. Je ne sais pas si vous m'entendez. Quelle est leur responsabilité spécifique? Pardon, j'ai fait la bêtise de couper le micro. Et dès que je le coupe, ça renvoie vers l'organisateur. Donc, excuse-moi, pendant ce temps, j'étais en train... Donc, les secrétaires de mairie, quelle est leur responsabilité spécifique? Elles n'ont pas de responsabilité spécifique. Ils ou elles n'ont pas, d'ailleurs. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis les secrétaires de mairie, elles. Ce n'est pas genré comme profession. Elles sont responsables comme tout agent public. Donc, elles sont potentiellement dans le champ des justiciables. À nouveau, ils ou elles n'y seront qu'en cas de commission d'une faute grave causant un préjudice financier significatif. Je redis pour la forme que je ne suis pas juge, on a vraiment du mal à trouver des cas où vraiment il y aurait ce genre de mise en cause. J'en vois un quand même, je vous le signale, le secrétaire de mairie, ou la secrétaire de mairie, parce que la fraude, là non plus, ce n'est pas genré. Si en détournement d'une délibération du conseil municipal, il attribue une subvention non prévue à l'entreprise de son cousin, ou il verse une paye à son beau-frère alors que ce n'était pas prévu et qu'il n'a pas demandé ou elle n'a pas demandé au maire et qu'il utilise à son propre profit de l'argent public, évidemment, mais ça serait puni aujourd'hui dans le cadre de fraude, mais l'ordonnance prévoit des cas d'incrimination, je vous ai dit, pour avantage injustifié
octroyé à autrui pour en tirer un avantage personnel direct ou indirect, on peut avoir une mise en cause. Donc, je redis, pas d'exclusion du champ. Potentiellement, si on fait une très, 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 très grosse bêtise, on peut y être. Il y a des cas où on peut imaginer que ça puisse exister, mais au nombre de cas, on ne s'attend pas massivement à avoir des secrétaires de mairie devant la juridiction, parce que dans la plupart des cas, les gens ne commettent pas sciemment des fautes graves causant préjudice. Si vous me permettez de compléter, Guillaume, les secrétaires de mairie restent responsables. La réforme ne les rend pas responsables tout d'un coup. Elle l'était déjà avant. Voilà. Merci beaucoup. De même que leurs camarades masculins. À chaque fois, on dit elle. Je vois que je ne suis pas tout seul. Absolument. Il et elle étaient déjà responsables. Il y a une autre question. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui, alors il y a une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Oui, alors de M. Murcia, c'est devons-nous mettre à jour les actes constitutifs des régies existantes pour préciser la fin du cautionnement? C'est une question qu'on avait eue, me semble-t-il, lors du webinaire CNFPT. Alors, dans l'épure des textes, il faudrait effectivement revoir les actes, sachant qu'il y a quand même énormément d'arrêtés à revoir. Nous, on propose de toute façon, la fin du cautionnement tombe au 31 décembre 2022 du fait de l'ordonnance. Et donc, nous, on propose la mise à jour des actes sur ce chef-là des régies au fur et à mesure des mouvements de régisseurs. C'était un point voilà, qu'on propose. Il n'y a pas nécessairement la nécessité de le faire au 1er janvier 2023 à partir du moment où on rentre dans un autre dispositif de RGP et que dans ce cadre-là, le cautionnement n'a plus de fondement. Donc, il n'y a plus lieu, il tombe, je dirais, il devient caduc. Cette mention dans les arrêtés des régisseurs devient caduc. Et à la prochaine modification de l'acte de la régie, il faudra effectivement le mettre à jour. Mais il n'est pas une urgence à modifier les actes de régie au 1er janvier 2023. Alors, il y a de nouveau une question de M. Pocard de Guérande qui visiblement a travaillé l'ordonnance. Je suis impressionné par la qualité des questions sur quelle délibération, pour la délibération de prise en charge des déficits, que devra-t-on viser comme texte? L'ordonnance uniquement ou prévoir une délégation au maire jusqu'à un certain montant de préjudice. Vous anticipez beaucoup, M. Pocard, par rapport au travail réglementaire qu'on est en train de faire. Comme je vous le disais, de façon un peu simplifiée, mais il faudra qu'on rentre dans les détails, on est en train de trouver les caractérisations comptables et les textes pour voilà, je vous parlais de pertes et profits, qui peut être un exemple, ce ne sera pas forcément les termes retenus. On fait des travaux de la même façon sur les admissions en non-valeur et le mécanisme. Donc, on vous donnera les références comptables le plus rapidement possible, pardon, sans doute, dans les textes réglementaires de septembre-octobre que j'évoquais. Donc, il faut qu'on clarifie tout ça et qu'on clarifie également derrière les capacités de délégation ou pas. Il faut qu'on voit au maire en fonction des montants de préjudice. Les débats qu'on a de façon un peu récurrente, on les a aussi, vous le savez, en matière d'admission en non-valeur, la capacité de délégation. Il y a un décret qui est en cours d'examen. D'ailleurs, sauf erreur, mais Nathalie me reprendra, il me semble que l'AMF n'était pas favorable à la capacité de délégation, mais je peux me tromper. Donc, c'est des sujets qu'on va traiter, mais dans le cadre du travail réglementaire de fin d'année. Autre question, sinon? Je voulais, pardon, on avait eu tout à l'heure une question sur les phobies. Qui me donne l'occasion de préciser que l'on a, je vous ai un petit peu présenté justement la maîtrise des risques, l'aspect comment maîtriser ces risques au sein d'une collectivité. Nous gérons aussi au sein de la mission justement les sinistres qui sont liés à ces faux ordres au virement et nous notons des augmentations très substantielles de fraudes qui sont liées à cela. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est un risque en réalité extrêmement important au sein des collectivités, des plus petites notamment, puisqu'on voit des attaques qui sont portées sur les petites collectivités. Et l'occasion pour moi de
de préciser, d'illustrer en fait ce qu'est un risque pour une collectivité. Typiquement, un changement de RIB qui est demandé par un fournisseur, ça doit être une alerte pour s'arrêter, pour s'interroger et pour effectuer des vérifications. Ce processus et ce formalisme, c'est finalement de la maîtrise des risques, parce qu'on a identifié quelque chose qui n'est pas banal, on s'arrête, on vérifie et on prévient quelque chose. Donc, à partir du moment où vous avez un fournisseur qui change subitement de RIB, notamment pour prendre une néobanque, premièrement, il n'y a aucune urgence à le payer extrêmement rapidement, malgré éventuellement ses insistances. Et deuxièmement, il faut être extrêmement attentif d'effectuer des vérifications, peut-être par des contre-appels particuliers pour éviter justement la survenance d'un sinistre qui, évidemment, ne ressortira pas évidemment de la juridiction financière, puisqu'il n'y a pas une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif. Le préjudice peut être significatif. On peut avoir des collectivités qui, malheureusement, enregistrent des sinistres extrêmement significatifs, mais souvent, ce sont des erreurs qui sont à l'origine de ces sinistres. Et c'est pour moi l'occasion d'illustrer la planche sur la maîtrise des risques. Voilà, c'est typiquement un risque qui est valable dans toutes les collectivités. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avons une recrudescence de ce mode d'escroquerie et de délinquance financière. Et c'est extrêmement important d'être vigilant collectivement sur cet aspect-là. Donc, l'occasion m'est donnée aujourd'hui avec le succès de l'enceinte de rappeler ce point et d'illustrer par la même occasion ce que peut être une maîtrise des risques et qu'est-ce qu'un risque veut dire dans une collectivité. Ce n'est pas quelque chose qui est un petit peu dogmatique ou qui vient de l'extérieur. C'est vraiment lié à de la gestion, c'est vraiment lié à ce que l'on fait au sein d'une structure quelle qu'elle soit. D'autres questions? Peut-être un mot, si on quitte le champ des questions pour repasser quelques messages. Moi, je suis vraiment très heureux. Je remercie l'AMF. Je vois une question qui arrive, mais pendant ce temps, je vais redire un mot, puis on la reprendra. De la capacité qu'on a de dialoguer directement avec vous. Notre souhait, c'est vraiment de pouvoir faire ces échanges et cette pédagogie avant que l'ordonnance ne soit mise en œuvre. On a demandé à nos directeurs départementaux, en lien avec les préfets, de faire le maximum de présentations aux élus. Comme je vous l'ai dit, on veut toucher à la fois les élus, mais les exécutants quotidiens de l'action publique. N'hésitez pas à saisir vos conseillers aux décideurs locaux, vos comptables, vos DDFIP, parce qu'il ne faudrait pas que on laisse passer la réforme en se disant c'est un peu loin, c'est compliqué tout ça, et puis qu'ensuite on passe d'une méconnaissance à une crainte excessive de ce qu'il peut y avoir dans la réforme. Je ne le dis pas, je ne vous fais pas la pravda, ce n'est pas un message publicitaire. Très profondément, cette réforme est d'abord une réforme qui doit ensemble nous permettre de mieux travailler et d'alléger notre action publique. Et voilà, Monsieur Homé, Nathalie le disait, je pense que c'est pour ça qu'on a trouvé un accord entre nous, enfin ou en tout cas que la réforme a été positivement vue. Le but n'est certainement pas de multiplier les cas de passage devant un juge financier, donc il n'est pas question de créer une panique, d'une part, ou de créer des blocages. Et vraiment, on a essayé, et ça vaut chez vous, je vous citais l'exemple de ce qu'on a écouté sur les délibérations, donc qui sont une exemption côté ordonnateur, ça vaut, j'allais dire, chez nous, côté comptable. Sachez qu'on a été très attentif à ne surtout pas organiser des systèmes où chacun cherche à se couvrir par des écrits au-dessus de lui. Ce que je vous disais tout à l'heure, il suffit d'une instruction qui peut être orale, qui peut être un mail, c'est vraiment dans cet esprit d'éviter. Il n'est pas question qu'à chaque fois qu'on fait un truc, parce qu'on a peur du juge, on aille demander un écrit. D'abord parce que dans une chaîne administrative, ça serait horrible, ça bloquerait tout, c'est qui est vraiment l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Et par ailleurs, parce qu'on n'est pas naïf, on sait tous comment ça fonctionne, ça serait très difficile pour un DGS ou une DGS d'aller systématiquement voir le maire ou la maire en disant merci de me couvrir, merci de me signer un papier. On voit bien que ça
je vais le dire en souriant, pardon d'être un peu caricatural, mais la durée de vie du DGS qui ferait ça ne serait pas très longue parce que c'est absurde et ça ne doit pas fonctionner comme ça. Il faut évidemment des relations de confiance. Voilà, je tenais à redire ça et donc je vois une question. Oui, Guillaume, c'est une question très intéressante que l'on a systématiquement. C'est le mécanisme un petit peu des exécutants et des recherches de responsabilité, des délégations de signature, mais elle est extrêmement importante. Donc, je pense que c'est bien qu'on y revienne dessus, y compris en fin de webinaire. Je la cite. Un responsable de service des finances est-il considéré comme un exécutant lors d'une recherche de responsabilité? La délégation de signature dont il bénéficie est-elle un indice? La question du niveau de responsabilité entre le responsable des finances et le DGS. Voilà, donc c'est tout le mécanisme que tu as essayé de présenter en début et je pense que ce n'est pas du luxe de bien le repréciser, c'est extrêmement important. Alors, on a des indices, comme vous dites, on a l'organisation des services et qui décide et qui exécute. Donc ça, l'organisation d'un service, c'est déjà un premier indice. Si la personne n'a pas décidé toute seule, on regardera d'où pouvait venir l'ordre ou la décision. Donc, dans ce cadre-là, l'organisation du service et le fonctionnement classique de la collectivité, est-ce que le DGS décide? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce que le directeur des finances décide? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce que c'est descendu à un niveau plus bas? Seront effectivement des indices. En revanche, dans la question, ça se mêle de la délégation de signature. Ce n'est pas la délégation en tant que telle qui protège ou incrimine un tel ou une telle. C'est bien la réalité des actes et les circonstances de l'espèce, comme je le disais tout à l'heure. Que vous ayez donné une délégation de signature, mais que vous décidiez en tant que DGS de commettre une grosse faute, ou qu'il y ait une délégation de signature et que votre directeur des finances ait commis une grosse faute ou quelqu'un en dessous de lui, ce n'est pas la délégation de signature qui sera un indice suffisant, c'est bien qui a décidé et qui a exécuté au cas d'espèce. Donc, je ne peux pas rentrer, il faudrait voir un cas concret. Il n'y a pas de niveau de responsabilité fixe dès le départ. Je le redis, on peut avoir des cas où la fraude, pardon de ce terme, parce que c'est en tout cas la faute grave est commise intentionnellement ou commise par un pur exécutant ou une pure exécutante. Ce qu'on essaye d'organiser, c'est que quand ça fonctionne normalement, que ce n'est pas une personne de la chaîne qui a décidé, mais que c'est celui qui a conçu la décision qu'il a exécutée, on puisse regarder ça et savoir qui était à la tête du service, ce qui est assez logique. J'espère que c'est à peu près clair, mais Emmanuel, n'hésite pas à préciser si tu as le sentiment que ça pourrait être mieux fait. Ça pourrait être clair. Et merci à Madame Sénicourt-Régnier de son commentaire. C'était gentil dans le chat. Un truc que je pourrais préciser peut-être, parce que c'est le commentaire qui dit c'est des évolutions qui vont dans le bon sens qui m'inspirent. On ne l'a pas beaucoup dit parce qu'on est dans une présentation avec vous. Sachez qu'en interne de la DGFiP, on cherche vraiment de la simplification, qu'on se pose des questions typiquement, et c'est là que ça rejoint les travaux qu'on fait ensemble, de par exemple, quelles pièces justificatives on va demander, desquelles on a vraiment besoin en fonction des enjeux. On va quitter un univers où il faut une pièce justificative de façon un peu systématique et où le comptable avait tendance à en demander beaucoup pour se protéger parce qu'il savait quand le juge financier venait qu'il fallait tout, au premier euro, comme on l'a dit, et systématiquement. Demain, ce qu'on cherche vraiment, c'est alors, on reste des comptables et tout comptable, qu'il soit public ou pas public, il a besoin d'une pièce pour payer, sinon il ne fait pas son travail. Ça, quand même, il faut vraiment se le redire. Vous le savez, on sépare celui qui décide de celui qui paye dans une chaîne financière normale et on sépare l'ordonnateur et le comptable et un comptable, il paye parce qu'il a une bonne raison de payer, je veux dire comme ça. Après, se dire que de là, on tire que dès qu'il y a 1 euro, il me faut la facturette de carte bleue tamponnée 25 fois, on voit bien qu'on tombe dans un excès. Donc, on va chercher à alléger ça. On va chercher à se dire, il y a des pièces justificatives que je demande systématiquement, que je contrôle systématiquement ou pas, en fonction du montant, du risque, etc. Et donc, on cherche vraiment à y gagner, pour nous comme pour vous, de la fluidité et de la simplification. Donc, c'est vraiment notre espoir. Sachez qu'on y travaille beaucoup. Ce n'est pas facile. Ça sera facile ni chez vous, ni chez nous. On n'est pas du tout dupe de ça. C'est un vrai… Voilà, il faut qu'on maintienne la flamme collectivement
pour trouver le bon réglage de ce qui est le fond du métier d'un comptable, publier le compte et s'assurer qu'il a des bonnes raisons de payer, et ce qui est la fonction d'ordonnateur. Et je suis totalement convaincu que, alors ça ne vaut pas dans une toute petite collectivité, mais dans une moyenne ou une grosse, j'en ai connu, le directeur financier ou la directrice financière, ils ont très envie de savoir au nom de quoi ils sont dans la chaîne financière et qui a décidé quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire de la manière la plus intelligente et partagée possible, et en partageant d'ailleurs nos contrôles et nos points de contrôle les uns aux autres. Une autre question, Guillaume, est arrivée un petit peu en marge peut-être de la réforme, c'est comment le comptable pourra-t-il remplir sa mission de conseil alors que les trésoreries sont regroupées et qu'il y aura toujours plus de communes à suivre? Je pense qu'on fait référence ici au nouveau réseau de proximité. Oui, je pense que c'est plus une question NRP que RPP, pour reprendre nos acronymes, donc plutôt une question sur la réorganisation du réseau de la DGFiP, mais plusieurs aspects. D'abord, vous le savez, la réorganisation de notre réseau, elle se fait en désignant une personne spécifiquement chargée du conseil, c'est le conseiller aux décideurs locaux. On en a, je refaisais le point hier, 600 nommés, on en aura 1000 à terme, à peu près un par EPCI quand le PCI a une consistance politique. C'est une fonction nouvelle pour laquelle on a plutôt des très bons retours. On est à 85%, je pense, de satisfaction chez les ordonnateurs qui ont vu leur CDL. On compte vraiment investir là-dedans. Inversement, on a les services de gestion comptable qui sont effectivement des centres plus gros que ne l'étaient les trésoreries précédentes. Sachez qu'ils ont plus de comptes à suivre, mais ils regroupent tous les moyens des trésoreries d'avant, voire plus, parce que entre une toute petite trésorerie à 2 ou 3 postes, ce qui veut dire pas forcément 2 ou 3 agents présents tout le temps, il faut imaginer les maladies, les vacances, voire la difficulté à pouvoir les postes. Quand vous avez un SGC à 10-15 personnes, vous êtes un peu plus à la taille critique et vous avez plus de capacité de gérer. Vous avez tous les budgets s'il y avait 3 trésoreries à 3 personnes, vous avez 9 personnes, 9 postes en tout cas, au moins, pour traiter le même nombre de budgets. Donc, il n'y a pas de dégradation à ce sens-là. Mais après, on sait bien que la massification, c'est des enjeux particuliers. Sachez que ça fait partie de nos travaux sur le contrôle, s'appuyer sur l'intelligence artificielle, sur les contrôles automatisés. Ça nous aidera à mieux faire notre travail et plus être obligé de faire du contrôle exhaustif là aussi. Puis, dernière chose, j'ai l'occasion d'insister sur un point qu'on a cité. Dans le cadre de cette réforme, on souhaite vraiment que nos comptables soient aux côtés des ordonnateurs, et on a d'ailleurs créé ce qu'on appelle la capacité de signalement. C'est une des dimensions de l'ordonnance. Le comptable, qui est plutôt un bon connaisseur de la chaîne de dépenses et recettes, on lui dit dans l'ordonnance qu'il a une capacité de signaler à l'ordonnateur, même quand ce n'est pas dans le champ de ses contrôles, que des faits sont susceptibles de constituer une infraction. C'est important pour nous de venir en aide aux ordonnateurs pour qu'ils ne fassent pas de bêtises quand on se dit qu'ils sont capables d'en faire. On n'est pas dans le champ des contrôles du comptable. Vous savez qu'on n'est pas en charge du contrôle de légalité. Ça ne nous empêche pas, quand on fait bien notre travail, de voir quand un ordonnateur se met en risque. Dans ce cas-là, ça serait dommage que le comptable ne joue pas sa fonction de signalement. Mais donc voilà, capacité de signalement, présence aux côtés des ordonnateurs, et puis une fonction de conseil qui, encore une fois, est plutôt mieux remplie aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, parce qu'elle est identifiée sur un opérateur qui est le conseiller aux décideurs locaux. C'est un peu la logique de la réforme. Alors plus NRP, encore une fois, nouveau réseau de proximité, que ce dont on parle aujourd'hui, mais ça, c'est intéressant de se la poser effectivement. Nathalie, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de conclure pour dire à nouveau que l'AMF est favorable à cette réforme, parce qu'on sort des comportements de prudence excessive qui pénalisent le développement d'une approche plus sélective du contrôle des dépenses. Ah, je vois une autre question. Ah non, ce n'est pas des questions, c'est des remerciements. Ça fait plaisir quand On sort d'un dispositif qui bloquait les comptables pour adapter leur contrôle aux enjeux les plus importants. Et donc, l'AMF est, je vous le dis, favorable à une réforme qui se concentre sur les fautes graves. Mis à part, mais vous l'avez signalé, la saisine par les juridictions au service d'inspection, et vous avez bien sûr, Guillaume, temporisé dans la mesure où les cas seraient peu probables. Bon, l'AMF, à part ce cas-là, donc l'AMF soutient la réforme.
Vous dire aussi que cette présentation-là, pour le coup, sera mise en ligne sur le site de l'AMF et donc pourra être revisionnée, ainsi que le PowerPoint. Cette présentation sera mise en ligne aussi sur la chaîne YouTube de l'AMF. Et nous aurons ensuite, au moment du congrès, et si bien sûr Guillaume Robert et Emmanuel Chouvelon nous font l'honneur de revenir, nous aurons donc un point info qui portera sur le même thème, ce nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, puisque là on sera à quelques mois de la mise en œuvre et il sera encore temps d'arriver avec de nouvelles questions. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup, Guillaume et Emmanuel, pour cette présentation qui est, comme toujours, claire. Vous avez répondu à toutes les questions. Il n'y en a pas une qui vous a échappé. On les notait au fur et à mesure, mais je vois que de toute façon, elles étaient. Vous y avez répondu. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore ce webinaire. Et je vous remercie à tous pour votre participation. Merci à toutes et à tous. Merci. AMF, encore une fois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.